Voilà. Donc, pour comprendre comment fait le système immunitaire pour distinguer les protéines du soi des protéines du non-soi non pathogènes et des protéines du non-soi pathogènes, comment fait-on? Il faut distinguer deux choses. Il y a deux types de mort cellulaire. Il y a l'apoptose. L'apoptose, c'est une mort cellulaire, entre guillemets, naturelle, préprogrammée. C'est une mort cellulaire qui se produit, par exemple, lorsque vous séparez les tissus des doigts, lorsque vous développez des lymphocytes dans le thymus, il y a une mort cellulaire naturelle d'un certain nombre de lymphocytes. Et lorsque vous avez cette mort cellulaire préprogrammée, ce qu'on appelle l'apoptose, ça se produit sans réaction de défense immunitaire à une agression. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de réaction du système immunitaire lorsqu'il y a cette mort cellulaire préprogrammée, naturelle. Par contre, il y a un autre type de mort cellulaire, c'est la nécrose, la mort cellulaire qui est cette fois-ci non programmée, qui est accidentelle. C'est ce qui se passe lorsque vous avez une blessure physique, lorsqu'il y a une agression quelconque, lorsque cette agression physique ou chimique provoque une réaction de défense immunitaire, il y a une mort cellulaire non programmée, accidentelle, une nécrose. Donc apoptose et nécrose, c'est deux mécanismes de mort cellulaire qui sont bien différents. Or, ce qui se passe, c'est que le système immunitaire, justement, pour distinguer encore une fois les protéines du soi, des protéines du non-soi non dangereuses, des protéines du non-soi pathogènes, il va faire une chose. D'abord, il va discriminer les protéines du soi et du non-soi. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il y a du non-soi non pathogène. Et ensuite, il va aussi se déclencher ce système immunitaire, non seulement lorsqu'il y aura une protéine du non-soi, mais également, ce qui est très important, lorsqu'il va détecter des signaux de danger. Et ces signaux de danger, ils sont générés lors de la mort cellulaire nécrotique, lors de cette mort cellulaire non programmée, qui se passe lorsqu'il y a un accident. Lorsqu'il y a une mort cellulaire naturelle, lorsqu'il y a une apoptose, il n'y a pas forcément des signaux de danger. Donc vous voyez qu'il faut que le système immunitaire repère ces deux signaux. Donc ça, c'est vraiment une base extrêmement importante pour la compréhension du système immunitaire. Voilà. Alors, immunité innée, immunité adaptative. Le système immunitaire, il agit de deux façons et grâce à l'immunité innée, qui est une immunité qui se met en place extrêmement rapidement, et il va agir ensuite grâce à l'immunité adaptative, dont on va parler un petit peu plus tard, qui est un mode de défense qui est un petit peu plus long à se mettre en place. Donc vous avez immunité innée sur votre gauche, immunité adaptative sur votre droite. Alors, immunité innée, ça consiste en des mécanismes qui sont présents avant l'infection, tout le temps ils sont présents, ils sont capables de répondre rapidement, et ces mécanismes, c'est d'une part des barrières physiques tout simplement, ou chimiques, la peau, c'est un mécanisme de l'immunité innée. Ensuite, ce sont des cellules notamment des phagocytes, que ce soit les neutrophiles, que ce soit les monocytes, que ce soit les macrophages, donc ce sont les cellules de l'immunité innée. Et puis à côté de ça, il y a d'autres cellules comme les cellules NK ou des protéines du sérum qui sont des protéines du complément, qui sont donc préexistantes et qui vont avec d'autres protéines que l'on appelle des cytokines. Les cytokines, ce sont des
des protéines chimiques qui permettent aux cellules du système immunitaire de se parler entre elles, eh bien, ces différentes cellules, ces différentes protéines qui préexistent vont réagir très rapidement pour vous permettre de lutter contre des organismes pathogènes. Alors, à côté de ça, il y a un mode d'immunité plus long encore à se mettre en place lorsqu'un microbe arrive, c'est l'immunité adaptative. C'est un mécanisme qui est beaucoup plus évolué, c'est un mécanisme qui est extrêmement spécifique, beaucoup plus spécifique que l'immunité innée. C'est un mécanisme qui vous permet de vous souvenir que déjà, par exemple, vous avez été attaqué par la même bactérie ou le même virus. Donc une capacité de mémoire. Et si c'est plus lent à se mettre en place, cette immunité adaptative, par contre, la réponse est beaucoup plus vigoureuse. Alors, vous voyez ici, et vous voyez que les cellules ou les molécules qui vont se mettre en place ne sont pas les mêmes que pour l'immunité innée. Ici, vous voyez des lymphocytes B, classe particulière de lymphocytes, qui vont produire des anticorps dont on va beaucoup parler. Et vous voyez ici des lymphocytes T, dont il y a plusieurs sortes. Vous voyez qu'il y a des couleurs. Il faut revenir à la charte que vous avez. Donc, lorsque c'est rose, c'est des lymphocytes T auxiliaires. Lorsque c'est violet, des lymphocytes T cytotoxiques. Donc, immunité innée et immunité adaptative. Alors, ces composants de l'immunité innée ou de l'immunité adaptative, et notamment les lymphocytes que vous venez de voir apparaître, que ce soit les lymphocytes B ou les lymphocytes T, ils répondent en fait à des microbes bien entendu, mais en fait ils répondent à ce qu'on appelle un antigène. Alors sa première définition importante, le système immunitaire répond à un antigène. Qu'est-ce que c'est un antigène? Donc première définition importante, par définition, une molécule X est considérée comme un antigène, le voilà l'antigène, donc est considérée comme un antigène lorsque introduite dans un organisme, elle est reconnue par le système immunitaire et ou, parce que ça peut être et ou, elle induit une réponse immunitaire spécifique. Je reviens lentement. Une molécule X, donc ça peut être n'importe quoi, glucides, lipides. On va dire que c'est un antigène, et c'est par définition un antigène. Lorsque introduite dans un système, dans un organisme, elle est reconnue par le système immunitaire et où elle induit une réponse immune. Vous voyez au passage qu'il y a une petite nuance là. C'est-à-dire qu'un antigène, ça peut ne pas forcément induire une réponse immune. Ça peut être reconnu par le système immunitaire, mais ça peut, ce n'est pas nécessaire que ça induise une réponse du système immunitaire. Lorsque vous avez une tolérance à un antigène, il n'y a pas de réponse du système immunitaire. Alors, l'antigène, vous l'avez vu apparaître, donc c'est une petite partie d'un microbe en fait. L'autre chose qu'il faut noter d'emblée, c'est qu'il n'y a pas une séparation entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Ces deux types d'immunité agissent plutôt en synergie l'une avec l'autre. D'une part, parce que l'immunité innée va stimuler l'immunité adaptative. D'autre part, l'immunité innée et l'immunité adaptative vont utiliser un certain nombre de composants communs, dont les protéines du complément que vous avez ici. Donc, c'est une séparation qui est un petit peu artificielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est tout de même des êtres censés être assez évolués. Lorsque on regarde
l'évolution du système immunitaire au cours des espèces, la phylogénie du système immunitaire. Au départ, on avait tout simplement, vous avez la phylogénie ici, parmi les vertébrés, vous avez les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Bien, au départ, les vertébrés les plus primitifs, notamment les poissons sans mâchoire, n'avaient qu'une immunité adaptative, avaient une immunité, innée. L'immunité adaptative, qui est un processus, encore une fois, plus évolué, ce n'est venu qu'avec des poissons qui ont commencé à avoir des mâchoires. Donc, poissons sans mâchoire, immunité innée, poissons avec mâchoire, beaucoup plus évolué, immunité adaptative. Alors, des poissons avec mâchoire, en voilà un. Et tout de même, cette évolution de l'immunité innée à l'immunité adaptative, c'est tout de même pas hier, puisque la divergence s'est faite il y a tout de même 400 millions d'années. Lorsqu'on s'est extasié d'avoir changé de siècle, on peut s'apercevoir qu'un siècle par rapport à des millions d'années, c'est pas grand-chose. Donc, évolution de l'immunité. Alors, on revient sur, maintenant, les différents types de réponses. Et on va parler essentiellement des différents types de réponses adaptatives. Alors, oui, je suis bon. Dans la réponse adaptative, il y a d'une part ce que l'on appelle l'immunité à médiation humorale et d'autre part l'immunité à médiation cellulaire. Alors, immunité adaptative humorale. L'immunité adaptative humorale, elle est surtout effective grâce à des molécules qui sont produites par des lymphocytes B. Ces lymphocytes B, vous le verrez, se transforment en plasmocytes et se mettent à produire des molécules qui sont les anticorps. Les anticorps, c'est des molécules dont on va beaucoup parler, qui sont ces molécules en forme de Y. Et un anticorps, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des molécules, ou c'est une molécule produite au cours de la réponse immune et qui reconnaissent spécifiquement l'antigène qui a induit leur formation au cours de cette réponse. Je répète, un anticorps, c'est donc une molécule produite au cours de la réponse immune et qui reconnaît spécifiquement l'antigène qui a induit sa formation au cours de cette réponse. Donc les anticorps, on verra qu'ils sont là pour neutraliser justement un certain nombre d'antigènes à condition que ces antigènes soient extracellulaires. Un anticorps, ça ne peut neutraliser qu'un antigène extracellulaire. Alors vous allez me dire, il y a un certain nombre d'antigènes qui, eux, sont blottis à l'intérieur des cellules, qui sont intracellulaires. Donc ça veut bien dire qu'il faut un autre type d'immunité adaptative, et cette immunité, c'est l'immunité cellulaire, puisque vous avez par exemple des microbes qui sont blottis, qui ont été phagocytés à l'intérieur de cellules que l'on appelle des macrophages. Il va bien falloir qu'il y ait un moyen d'aller éliminer ces microbes intracellulaires, et ça, ce sont des cellules qui vont faire ce travail, que ce soit des lymphocytes T auxiliaires ici que vous voyez apparaître. Ces lymphocytes T auxiliaires vont conduire à la destruction des microbes, ça va activer les macrophages et les macrophages vont eux-mêmes éliminer le microbe qui est à l'intérieur du macrophage. Vous avez d'autres microbes, des virus qui sont à l'intérieur de cellules qui ne sont pas des macrophages. Vous voyez, les macrophages, ils sont toujours en vert.
Les cellules cibles, n'importe quelle autre cellule, elles sont en orange. Là, vous avez une cellule qui est viro-infectée. Bien, cette fois-ci, c'est un autre type de lymphocytes, les lymphocytes T cytotoxiques, qui vont aller lyser cette cellule qui contient donc un virus à l'intérieur. Donc, pour l'immunité adaptative, encore une fois, ce processus évolué, vous avez besoin de l'immunité humorale qui va vous éliminer les antigènes extracellulaires et l'immunité cellulaire qui va vous éliminer les antigènes intracellulaires. Alors, ces mécanismes d'immunité adaptative, vous pouvez le faire de façon active ou de façon passive. Qu'est-ce que ça veut dire, l'immunité active ou l'immunité passive? On va travailler chez la souris, on parle de l'immunité active, et vous voyez ici un antigène microbien que l'on injecte à une souris. La souris va devenir active, elle va en fait, vous voyez apparaître ici, elle va en fait induire une réponse immune. Il y a eu la production d'anticorps et de cellules, donc cette souris a répondu à l'antigène, il y a des anticorps, il y a des cellules. Si quelques semaines après, je réinjecte le même antigène, le même microbe, il y a ici une immunité qui s'est installée, ce qui fait que la souris va être guérie, je ne pourrai pas l'infecter avec ce microbe. Donc guérison. Par contre, à côté de ce type d'immunité active que vous faites, je dirais, tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, vous produisez des anticorps, il y a des cellules qui se mettent en route pour lutter contre les pathogènes, il y en a certainement dans cet amphi. À côté de ça, il y a l'immunité passive. L'immunité passive, c'est que vous prenez soit des anticorps qui sont présents dans du sérum, je vais vous donner un exemple pratique tout à l'heure, soit des lymphocytes qui sont présents ou qui proviennent d'un animal qui a été, lui, déjà immunisé contre le microbe. Et cette fois-ci, la souris, elle ne fait rien. La souris, vous allez bien suivre ce qui se passe. Je répète, regardez bien, on lui injecte en fait la souris directement les anticorps ou les cellules. C'est ce que l'on fait lorsque vous faites de la sérothérapie. Si vous faites de la moto un jour ou l'autre, peut-être que vous tomberez par terre. Si vous tombez par terre, on ne sait pas trop si vous avez été immunisé contre le tétanos. Donc dans ces cas-là, dans le doute, on va faire une sérothérapie, c'est-à-dire on va vous injecter en fait du sérum antitétanique, c'est-à-dire du sérum qui contient des anticorps, tout de suite pour que vous ayez présent des anticorps. Donc c'est ce qu'on fait, comme chez la souris, on l'injecte, vous êtes passif, hein, vous venez de tomber de votre moto. Donc on vous injecte en fait des anticorps et dans ces cas-là, si effectivement vous avez été infecté, comme cette souris, si on lui injecte l'antigène microbien, la souris elle n'a rien fait, elle s'est contentée de recevoir les anticorps, mais cette fois-ci, elle sera tout de même guérie. Donc vous avez immunité active, immunité passive. Bien. Si vous regardez, immunité active, immunité passive, une, elle est spécifique et il y a une mémoire, bien entendu, que vous avez eu une première infection par l'antigène microbien. Pour l'immunité passive, elle est spécifique, bien entendu, mais il n'y a pas de mémoire puisque vous n'avez vu qu'une seule fois l'antigène microbien, on vous a passivement injecté les anticorps et les cellules. Alors, maintenant, les caractéristiques majeures des réponses immunes adaptatives. Alors, caractéristiques majeures, la première caractéristique majeure, c'est la spécificité. Alors, cette réponse immune, elle n'est pas seulement spécifique du microbe. Le microbe, c'est une très très grosse structure. Vous êtes en fait spécifique de l'antigène
Voilà l'antigène qu'on a dessiné ici. Et votre réponse immune, elle est extrêmement spécifique, même d'une partie de l'antigène. Vous voyez que l'antigène, ça peut être une protéine déjà relativement grosse, mais le système immunitaire, il est capable de reconnaître en fait une toute petite partie de l'antigène. Et cette petite partie de l'antigène, c'est ce qu'on appelle le déterminant antigénique ou ce qu'on appelle les épitopes. Déterminant antigénique ou épitope, c'est la même chose. Donc là, vous commencez à progresser, vous savez déjà ce qu'est un antigène, vous savez déjà que le système immunitaire, en fait, il reconnaît une petite partie de l'antigène, cette molécule qui a été capable d'induire une réponse immune ou capable d'être reconnue par le système immunitaire. Là, vous avez typiquement un antigène puisqu'elle est reconnue par un anticorps, mais l'anticorps reconnaît qu'une petite partie de l'antigène qu'on appelle l'épitope. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, ça c'est la théorie de sélection clonale, quel que soit l'antigène qui va être présenté à votre organisme, la théorie de sélection clonale veut, et c'est vrai, que vous avez déjà toutes les structures, notamment tous les lymphocytes B, qui ont à leur surface des récepteurs. Ces récepteurs, c'est des immunoglobulines de surface. Vous avez donc des cellules, les lymphocytes B, qui ont à leur surface des récepteurs, et vous êtes capable de reconnaître n'importe quel déterminant antigénique. On estime que vous êtes capable de reconnaître une diversité qui va de 1 à 100 milliards de déterminants antigéniques différents. 1 à 100 milliards de déterminants antigéniques différents. Ça veut dire qu'à peu près n'importe quelle structure, vous avez un lymphocyte comme celui-ci, n'importe quel antigène qui va pénétrer dans votre organisme, il y a un lymphocyte qui théoriquement est capable de le reconnaître. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il y aura une réponse immune. Pour qu'il y ait une réponse immune, il ne faut pas uniquement que vous reconnaissiez l'antigène, ça c'est la reconnaissance, mais il faut ensuite que, par exemple, il y ait une expansion clonale de ce lymphocyte qui vient de reconnaître l'antigène pour que, finalement, tous ces lymphocytes produisent des anticorps qui vont éliminer l'antigène. Donc là, le message, c'est d'une part la grande spécificité de l'anticorps, la grande spécificité du système immunitaire, capable de reconnaître n'importe quel antigène, n'importe quel épitope, 1 à 100 milliards. Alors, maintenant, une démonstration qui est intéressante, qui peut au départ vous troubler, mais on va démontrer qu'un anticorps peut être un antigène. Ça vous semble évident, ça? Ça va vous devenir évident. Maintenant, vous dites antigène, j'ai pas forcément encore tout compris, anticorps pas forcément, et maintenant il m'explique qu'un anticorps peut être un antigène. Ah oui. Voilà un lapin. Voilà une protéine X. Cette protéine X, on va dire que c'est un antigène, puisque à partir du moment où cette protéine X a été reconnue par le système immunitaire et a induit par exemple la formation d'anticorps, ces molécules en forme de Y, qui est une réponse du système immunitaire, cette protéine X, elle devient un antigène. Vous êtes d'accord avec ça? Typiquement, c'est une protéine X, elle est reconnue par le système immunitaire. Là, au passage, non seulement elle est reconnue, mais elle induit une réponse immune puisqu'il y a la formation d'un anticorps. C'est bien un antigène. On est d'accord? Bien. Maintenant, vous oubliez que l'anticorps, c'est un anticorps. Vous allez considérer que cet anticorps bleu, là, c'est tout simplement une protéine. En fait, c'est une glycoprotéine. Mais ça, on reviendra plus loin. Mais enfin, cet anticorps, vous êtes d'accord, c'est une protéine. Bien. Cette protéine, je la prends, je l'injecte à un autre lapin.
Ce lapin, il fait une réponse immune, il reconnaît la protéine Y, il fait même un anticorps anti-Y, c'est-à-dire non seulement il reconnaît la protéine Y, mais il fait un anticorps anti-Y. D'accord? Ben, cette protéine Y, vous êtes d'accord avec moi, c'est un antigène. Puisque vous venez de l'injecter, elle a été reconnue par le système immunitaire, elle fait un anticorps. Ça veut bien dire que la protéine Y étant un antigène, ça veut bien dire que l'anticorps est un antigène. Voilà. Alors, ce n'est pas uniquement une démonstration de l'esprit, parce que lorsque un antigène pénètre dans l'organisme, non seulement vous faites un premier anticorps, un anticorps anti-X, mais il y a tout ce qu'on appelle le réseau idiotypique, c'est-à-dire vous allez vous mettre à faire un autre anticorps Y anti-X, puis ensuite vous allez faire un autre anticorps Z anti-Y, etc. C'est-à-dire vous faites toute une batterie d'anticorps. Bien. Donc, antigène et anticorps. Puisque vous êtes capable de reconnaître un nombre de déterminants antigéniques considérables, ça veut dire que vous avez un répertoire lymphocytaire qui est aussi considérable que le nombre d'antigènes que vous êtes capable de répondre. Donc, le répertoire des lymphocytes, c'est-à-dire l'ensemble de lymphocytes que vous avez à votre disposition pour reconnaître des antigènes différents, ce répertoire est aussi extrêmement vaste. Donc, autre caractéristique du système immunitaire, c'est d'avoir un vaste répertoire de lymphocytes. Troisième caractéristique, c'est d'avoir une mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette mémoire? Cette mémoire, c'est que lorsque vous êtes exposé pour une première fois à un antigène que vous ne connaissez pas, il va y avoir une réponse primaire. Une réponse primaire puisque l'immunité innée se met en route, puis l'immunité adaptative, mais ça prend un certain temps. Cette réponse primaire, elle est relativement lente à se mettre en route, relativement faible. Vous la voyez apparaître ici, vous voyez que dans votre sérum, vous allez l'apprendre, apparaissent en fait des anticorps que l'on appelle les IgM, puis ensuite des IgG. Il y a une montée du taux d'anticorps que l'on peut observer en dosant les anticorps dans le sérum. Ça, c'est lorsqu'il y a eu une stimulation antigénique primaire, lorsque vous voyez un antigène pour la première fois. Mais lorsque le même antigène, vous allez le revoir pour la seconde fois, dans ces cas-là, il y a une réponse antigénique secondaire, une réponse immune secondaire. Cette fois-ci, lors de la phase secondaire de la réponse immune, d'une part, la réponse est beaucoup plus rapide, et d'autre part, cette réponse est beaucoup plus forte. Vous voyez que le taux d'IgM d'emblée, très rapidement, il augmente, le taux d'IgG aussi, les anticorps totaux, le taux de ces anticorps devient beaucoup plus important. Pourquoi vous avez en fait cette réponse secondaire, pourquoi vous avez cette mémoire, vous l'apprendrez, c'est qu'au cours de la réponse immune, vous allez avoir des lymphocytes qui notamment vont se transformer en plasmocytes pour fabriquer des anticorps et éliminer l'antigène. C'est ce qui se passe ici. Vous avez des lymphocytes qui vont se transformer, les plasmocytes, ils ont cette tête-là. Ils produisent des anticorps qui vont vous permettre d'éliminer l'antigène, d'abord des IgM, puis ensuite des IgG. Mais au cours de cette phase primaire de la réponse immune, également, il va y avoir des populations ou des sous-populations particulières de lymphocytes qui vont se transformer en cellules mémoire. Donc ces cellules mémoire, elles vont persister,
elles vont aller dans la moelle osseuse en fait, elles vont veiller dans la moelle osseuse, et dès qu'il y aura le même antigène qui va revenir pour la seconde fois, à ce moment-là, vous aurez déjà ces cellules mémoire qui sont prêtes à agir, qui ont déjà été formatées pour répondre à l'antigène et pour avoir une réponse extrêmement rapide. Donc, mémoire. Autre caractéristique de la réponse immune, c'est le fait qu'il y a une spécialisation de cette réponse en fonction de l'agent pathogène qui va vous agresser. C'est-à-dire la réponse immune peut être ce qu'on appelle en termes anglo-saxons customisée, vous savez, comme les voitures qu'on customise, c'est-à-dire on les adapte à l'environnement et en fonction du virus, de la bactérie, la réponse immune sera tout à fait particulière. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'à un moment donné, cette réponse immune, fort heureusement, il faut qu'elle cesse. C'est-à-dire elle se met en route lorsqu'il y a un agent pathogène qui pénètre votre organisme, mais une des caractéristiques de la réponse immune, c'est qu'elle va s'auto-limiter. Et pourquoi elle va s'auto-limiter? Pas seulement, mais principalement, parce que à partir du moment où vous avez éliminé le stimulus de la réponse immune, déjà il n'y a plus de stimulus, il n'y a plus de raison que ce système immunitaire fonctionne. Une autre caractéristique de cette réponse immune, et vous les voyez résumées là sur ce tableau, c'est que cette réponse immune a, en théorie, peu, et non pas de réactivité contre les molécules du soi. Mais j'ai bien dit peu de réactivité et non pas de réactivité. Vous avez chez n'importe lequel d'entre nous, en fait, une réponse immune extrêmement légère contre un certain nombre d'antigènes du soi, sans que ça induise ce que l'on appelle des maladies auto-immunes. Mais il y a tout de même une petite réponse contre les antigènes du soi. Bien. Alors, cellules et organes impliqués dans la réponse immune. Alors là, il y a un certain nombre de choses que vous connaissez déjà, et puis d'autres que vous connaissez moins ou qui vont vous être présentées de façon un petit peu particulière. Alors, d'abord, on va faire un petit survol et on va regarder quelles sont les principales cellules du système immunitaire. Vous allez toutes les voir apparaître ici. Vous allez voir leur symbole d'une part et vous allez voir leur vraie figure. D'abord, toutes ces cellules du système immunitaire proviennent de cellules souches totipotentes. Vous avez ici les progéniteurs myéloïdes. Vous reverrez ça beaucoup mieux et beaucoup mieux exposé en fait en hématologie. Mais à partir de ces progéniteurs myéloïdes, vous trouvez tous les acteurs de la réponse immune, les monocytes, les macrophages, les neutrophiles, éosinophiles, basophiles, mastocytes. Vous avez les progéniteurs lymphoïdes. Ne vous inquiétez pas pour les schémas, encore une fois. Hein. Tout ça, vous les aurez à midi. Je les passe sur le site à midi. À partir des progéniteurs lymphoïdes, donc, vous avez les lymphocytes et vous avez ces cellules naturellement tueuses qui sont en fait une sous-classe particulière de lymphocytes. Alors ça, ce sont des petits schémas. Voilà ici les cellules NK, à quoi ça ressemble. Comme vous avez les animations sur le site, vous pourrez faire la même chose que moi, c'est-à-dire regarder le lymphocyte qui vient d'apparaître là. Monocyte, macrophage, monocyte à gauche, macrophage à droite. Neutrophile, ici, polynucléé. Éosinophile, polynucléé. Basophile. Mastocyte, ici. Et on va rajouter une autre cellule extrêmement importante dans la réponse immune qui provient d'un progéniteur myéloïde qui sont les cellules dendritiques.
ces cellules un petit peu en étoile, tout à fait particulières. Donc là, vous les avez eues toutes ensemble. Alors, on va revenir à cette première classe de cellules qui sont les lymphocytes. Alors les lymphocytes, il y a différentes classes de lymphocytes. D'une part, vous avez les lymphocytes B. Ces lymphocytes B qui sont les cellules importantes lors de l'immunité adaptative humorale. Ces lymphocytes B, on va le voir, en réponse à l'antigène, vont se transformer en plasmocytes qui vont être des cellules productrices d'immunoglobulines, d'anticorps. Donc, cellules productrices d'anticorps. À côté de ces cellules, de ces lymphocytes qui sont les acteurs clés de l'immunité humorale, vous avez les cellules qui sont les acteurs clés de l'immunité cellulaire. Les premières que vous voyez apparaître ici, les cellules qui sont des cellules T auxiliaires. Ces cellules T auxiliaires que vous verrez toujours en rose, c'est des cellules qui notamment produisent un certain nombre de cytokines, ces molécules chimiques qui servent aux cellules du système immunitaire à se parler entre elles, qui activent ces cytokines, qui activent des lymphocytes B, qui activent des macrophages, qui sont responsables de l'inflammation. Donc vous voyez, ces lymphocytes sous population intéressante, lymphocytes auxiliaires. À côté de ça, vous avez d'autres lymphocytes T qui sont des lymphocytes T cytotoxiques. Ils sont toujours en violet. Ces lymphocytes T cytotoxiques, ce sont des cellules qui vont venir physiquement au contact des cellules cibles et qui vont aller tuer ces cellules cibles. Donc, il y a un contact physique, lymphocyte T cytotoxique. Ensuite, vous avez une classe de lymphocytes que l'on ne connaît pas très bien, on commence un petit peu plus à savoir, mais je la repasse là ici. C'est des lymphocytes T régulateurs. C'est des lymphocytes T qui sont en fait une sous-classe particulière de T auxiliaires. Vous les voyez, ils sont en rose. Et vous voyez que leur rôle, c'est de supprimer la réponse immune. Donc, des effecteurs qui sont importants, mais cette fois-ci, pour que la réponse immune décline. Lymphocytes T régulateurs. Et une dernière classe de lymphocytes, ceux dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les cellules NK. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est que le lymphocyte T auxiliaire ou le lymphocyte T cytotoxique, il faut qu'il reconnaisse en fait la cellule cible, il faut qu'il reconnaisse un antigène particulier, qui est un petit peptide qui est présenté sur la cellule cible, ça vous allez l'apprendre, par une espèce de niche à peptides, qu'est-ce qu'on appelle les molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité. C'est compliqué ça, hein? Si on simplifie le message, pour qu'un lymphocyte T cytotoxique tue une cellule cible, parce que par exemple cette cellule cible est viro-infectée, il faut que cette cellule cible présente à sa surface, en fait, un petit bout du virus. Et il présente à sa surface ce petit bout du virus parce que ce petit bout, ce petit peptide est à l'intérieur d'une niche. Cette niche, c'est cette molécule qui est là. Mais de temps en temps, pour échapper au système immunitaire, les cellules sont très subtiles, elles vont s'arranger pour qu'il n'y ait pas de niche à peptides. Si vous n'avez pas de niche à peptides, vous ne pouvez pas présenter de peptides et le lymphocyte T cytotoxique ne peut pas agir. Donc, il faut qu'il y ait une autre classe de lymphocytes. Ce sont les cellules NK qui seront capables de tuer en fait la cellule cible lorsque il n'y a pas de niche à peptides pour présenter en fait le peptide. Donc, on verra comment ça fonctionne. Donc ça, ce sont les cellules NK. Alors, autres cellules qui sont importantes lors de l'immunité, ce sont toutes les cellules qui sont des cellules présentatrices d'antigènes, parce que pour que votre système immunitaire soit efficace, il faut que vous leur présentiez
de façon correcte l'antigène. Et ces cellules présentatrices d'antigènes, ce sont les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Donc là, vous commencez à pénétrer un petit peu dans le système immunitaire, vous avez vu toutes les classes de lymphocytes, vous avez vu aussi d'autres cellules qui sont extrêmement importantes. Pour présenter l'antigène aux cellules effectrices du système immunitaire, ce sont les cellules présentatrices. Alors, on va toujours un petit peu plus loin. On a regardé de façon large les cellules du système immunitaire. On va rentrer maintenant plus spécifiquement dans les cellules de l'immunité innée. Quelles sont les cellules qui agissent dans l'immunité innée? Les cellules importantes de l'immunité innée, ce sont les cellules en fait phagocytaires. Les cellules phagocytaires, vous les voyez ici, vous les voyez apparaître sur la petite flèche, ce sont les monocytes et les macrophages. Donc, première cellule importante de l'immunité innée, cette immunité qui est toujours présente, qui préexiste avant même que l'antigène soit présent, ce sont donc les cellules phagocytaires, et vous en avez de deux types. Vous avez des cellules qui sont présentes dans la circulation, on va le voir, ce sont les monocytes, et des cellules qui sont présentes dans les tissus, ce sont les macrophages. Alors, les monocytes qui sont présents dans la circulation, ces monocytes, c'est moins de 10% des leucocytes, des globules blancs du sang. Donc, moins de 10% des leucocytes. Ces monocytes, elles ont une durée de vie, ou ils ont une durée de vie dans la circulation qui est extrêmement courte, puisque c'est 1 à 2 jours. Mais ces monocytes, ils sont capables de quitter la circulation sanguine pour aller dans les tissus. Ils se transforment en macrophages, et la durée de vie des macrophages, c'est de plusieurs mois à plusieurs années. Au passage, sur mon cours, là, j'ai la petite relette que vous connaissez bien. Dit que ça peut faire l'objet de questions, ça. Donc la durée de vie des monocytes et des macrophages. Donc, ces monocytes et ces macrophages, ça fait partie des cellules qui sont capables de vous présenter l'antigène. On l'enverra. Donc, à côté des monocytes et des macrophages, vous avez d'autres cellules que vous avez en bas. Donc, je viens de vous dire, monocytes, macrophages, ce sont des cellules capables de présenter l'antigène aux lymphocytes. Mais vous avez d'autres cellules présentatrices d'antigènes dont on reparlera un petit peu plus tard, qui sont extrêmement importantes, qui sont les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, on les appelle les cellules présentatrices professionnelles. En anglais, c'est Antigen Presenting Cells, parce que leur profession, c'est de présenter l'antigène. Alors que les monocytes et les macrophages, elles peuvent présenter l'antigène, mais ce sont plus des amateurs. Alors, là, on parle des cellules de l'immunité innée, on a parlé de monocytes, de macrophages. On va parler maintenant d'autres cellules qui sont les polynucléaires, les granulocytes polynucléés. Et ces granulocytes polynucléés, ils sont produits dans la moelle osseuse au rythme de 7 millions par minute. Donc vous en produisez 7 millions par minute de granulocytes polynucléés et leur durée de vie, c'est 2 à 3 jours. Alors parmi ces granulocytes polynucléés, vous avez les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles, c'est 95% des granulocytes polynucléés. Et c'est 60 à 70% des leucocytes, des globules blancs du sang. Je vous rappelle tout à l'heure que les monocytes, c'était moins de 10% des leucocytes. Là, vous en avez, donc, les polynucléaires neutrophiles, c'est 60 à 70% des leucocytes du sang.
À côté des polynucléaires neutrophiles, vous avez les éosinophiles. Ça, c'est 2 à 5% des leucocytes du sang. Vous allez le revoir beaucoup mieux en hématologie. Vous avez les basophiles, 0,2% des leucocytes. Voilà pour les granulocytes polynucléés. Donc on est toujours dans l'immunité innée. On a vu les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques. On a vu les granulocytes polynucléés. Et on voit, pour terminer avant que je vous libère un quart d'heure, les cellules NK. Les cellules NK, on a toujours tendance à considérer que c'est une sous-population mineure. Je vous rappelle qu'elles sont impliquées dans l'élimination des cellules viro-infectées ou des cellules cancéreuses. Et c'est à peu près 10% des lymphocytes du sang. 10% des lymphocytes du sang. Et c'est 2 à 4% des leucocytes du sang. « 30 secondes encore pour vous parler des mastocytes. Les mastocytes que vous voyez apparaître, voilà. Les mastocytes, leur origine, c'est la moelle osseuse. Et ces mastocytes, en fait, maturent lorsqu'elles arrivent dans le tissu conjonctif. Dans les tissus conjonctifs, c'est là où vous allez trouver les mastocytes. Elles résident dans les tissus conjonctifs et elles ont une durée de vie de plusieurs mois à plusieurs années. Ces cellules de l'immunité innée, elles reconnaissent les microbes grâce à des récepteurs, et ces récepteurs reconnaissent des profils moléculaires particuliers des microbes qu'on appelle les PAMS. PAMS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Pathogen Associated Molecular Patterns. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, ces cellules de l'immunité innée, ça reconnaît sur les microbes des profils particuliers. Voilà, vous avez un quart d'heure pour vous reposer, pour digérer tout ça.